Amis auditeurs de 11 Afrique, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de 11 Afrique, une émission consacrée au football africain. Et ça sera une édition qui va être consacrée aujourd'hui aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous avons nos qualifiés, nous avons nos barragistes. Avant de commencer l'émission, comme à chaque fois, n'oubliez pas de vous procurer le nouveau numéro de 11 Mondial. Vous allez le trouver dans tous les kiosques et sur le site 11mondial.fr. Et dans ce 11, on va parler de Pierre Sage, un entraîneur très discret mais très talentueux. Et surtout, nous avons aussi un dossier consacré à la CAN 2025 avec notamment le calendrier, les qualifiés et pas mal d'informations. Comme à chaque émission, bien évidemment, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de mon cher acolyte, celui qu'on ne peut remplacer, Zahir. Bonjour. Bonjour Adlan, bonjour Youssouf, bonjour tout le monde. Ravi d'être là. Encore une émission de foot africain. Il s'est passé plein de choses lors de ces éliminatoires. Donc j'ai hâte d'en découvrir. On a énormément de choses à vous dire. Et en plus de ça, une fois n'est pas coutume. Écoute Zahir, on avait promis à nos auditeurs qu'on aurait des invités, dès qu'on peut en tout cas. Et je suis ravi et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir parmi nous Youssouf Mulumbu. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Eh ben, écoute, merci à toi de répondre présent à cette invitation. Je rappelle pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins, ancien capitaine de la République démocratique du Congo, formé au Paris Saint-Germain. Il a joué beaucoup en Grande-Bretagne, notamment en Angleterre et en Écosse, mais pas que. Il a aussi évolué dans son championnat local. Donc, qui de mieux que Youssouf pour nous parler de ce football africain? Messieurs, on va parler de cette édition qui est quand même spéciale de Coupe du Monde. C'est la première fois depuis la création de l'épreuve qu'on aura 10 participants du continent africain. Pour l'instant, 9 qualifiés, les 9 premiers des groupes. Et ensuite, nous aurons un barrage qui devra se dérouler entre les 4 meilleurs deuxièmes. Alors Zahir, on va commencer par toi. Les qualifiés, on va les nommer, nos 9 qualifiés. Je te laisse les nommer, je le fais comme tu veux. Allez, je peux Allez, vas-y. parler. Il y a le Maroc, évidemment, ça a été le premier qualifié dans une poule à 5, unique poule à 5 de la compétition, donc ils se sont qualifiés haut la main. À vrai dire, on n'a pas vraiment eu de doute. Non seulement c'est le demi-finaliste de la Coupe du Monde, et ils sont sur une dynamique incroyable. Et ils étaient dans une poule très accessible avec des matchs tous disputés à domicile. Donc un sans faute, rien à dire, la meilleure équipe depuis 4 ans en Afrique. L'Égypte, le retour des Pharaons à la Coupe du Monde. Ils avaient été en 2018, mais avant ça, ça faisait près de 30 ans qu'ils n'avaient pas participé. Donc là, ils sont de retour avec une génération qui semble vraiment à son prime. Donc très bon signe positif. Le Sénégal, difficilement, on va en parler avec Youssouf, mais ils sont qualifiés après avoir été longtemps en deuxième. Donc vraiment un retournement de situation à la dernière minute. L'Afrique du Sud, le grand retour. Ils ont été le premier pays africain à organiser la Coupe du Monde. Ils le sont toujours jusqu'en 2030. Mais en attendant, ils sont de retour avec un groupe très difficile. Un match perdu sur tapis vert et finalement, ils ont quand même réussi à l'arrache à se qualifier. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On peut parler de l'Algérie, de retour après 12 ans d'absence. C'était attendu dans un groupe à sa portée, mais sur fond de crise, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Ils l'ont fait. La Côte d'Ivoire, les champions d'Afrique qui ont surdominé également, à l'image d'une autre sélection, la Tunisie, les 2 sélections africaines qui n'ont pas encaissé le moindre but dans ces éliminatoires. C'est extraordinaire, c'est du jamais vu dans toutes les confédérations. Donc voilà, c'est une première. Et puis après, on va parler de la grosse surprise, le Cap-Vert, le conte de fées. Le Cap-Vert qui va à la Coupe du Monde, une première, un petit pays, une génération incroyable et puis beaucoup de sourires et d'amour dans cette équipe. Et on a oublié, je crois, le Ghana. Le Ghana, le retour du Ghana, pardon, évidemment, le grand Ghana. On les a oubliés parce qu'ils avaient été piteusement éliminés de la Coupe d'Afrique. Exactement. Ils sont de retour par la grande porte au niveau des éliminatoires du monde. Exactement, on les a oubliés. Ça a failli être aussi les très grands oubliés de cette compétition. Youssouf, je vais me retourner vers toi. Déjà, par rapport à ces 9 qualifiés, est-ce que pour toi, il y a des surprises? Et bien évidemment, je parle d'un pays en particulier. Est-ce que pour toi, dans ces représentants, on a vraiment un invité surprise? Oui, forcément, le Cap-Vert. On sait que c'est le plus petit pays au monde qualifié, avec une population qui est très petite, mais je pense qu'ils ont fait un travail derrière ça. Et il y a eu un programme de recruter des binationaux. Et je pense que ça a marché. Après, les CAN précédentes, ils ont bien figuré.
Et c'est un travail dans la continuité. Donc, félicitations à eux. Et j'espère qu'ils vont faire bonne figure pour la Coupe du Monde. On l'espère tous. Le Cap-Vert représente. Je rejoins Youssouf sur le Cap-Vert parce que ils ont, en fait, ça fait 10 ans, ils sont un peu irréguliers, mais globalement, ils étaient en progression et on a vu des CAN où ils avaient tiré leur épingle du jeu avec franchement un style de jeu. Pour moi, c'est l'une des plus belles équipes en Afrique en termes de qualité de jeu. On sait que c'est des lusophones, ils ont un style un peu basé sur la vitesse, la technique, les changements d'appui. C'est très agréable à suivre et moi, je suis très content qu'on ait une équipe comme ça africaine à la Coupe du Monde. Écoute, en plus, une belle surprise. Le Cap-Vert qui n'était pas dans un groupe facile. Le Cap-Vert qui a fini premier devant le Cameroun. Voilà, qui n'est pas une petite nation africaine, hein, qui a l'habitude en plus de ces très grandes compétitions. Le Cap-Vert, comme tu le disais, Youssouf, un peu un pays aussi particulier. Tu disais, ils ont fait une grosse campagne de recrutement. Moi, j'ai lu un article, ça m'avait un peu fait sourire, notamment leur défenseur central qui a été recruté, entre guillemets, via LinkedIn. Donc, c'est quand même incroyable, ces histoires insolites. Ça fait aussi partie de la beauté de ce sport, de l'Afrique en particulier. Et donc, on a donc cette nation du Cap-Vert, tu le disais, un si petit pays qui arrive, en plus, rappelons-le, le Cap-Vert, on en avait parlé dans l'édition précédente, qui a été éliminé de la prochaine CAN. Donc, une nation qu'on n'attendait peut-être pas, mais cette magie aussi de cette qualif, c'est qu'elle s'est déroulée sur 1 an et demi, voire 2 ans. Donc, on a vraiment un avant et un après. On a potentiellement certaines nations qui ont aussi, entre le meilleur et le moins bon. Le Cap-Vert en est la parfaite démonstration. Le Cap-Vert, tu les attends à quel niveau pour cette Coupe du Monde? Toi, Youssouf, qui connaît le football africain, quand tu es joueur du Cap-Vert, comment tu abordes ce genre de compétition? Après, ça va être difficile de gérer les émotions parce que forcément, après une qualification comme ça, il faut forcément se mettre au travail. Mais je pense que, comme l'a dit notre cher frère, ils ont un style de jeu un peu lusophone. Donc, ça va donner un peu de festivité à cette Coupe du Monde. Mais il va falloir rester quand même solide parce que en face, il y aura des équipes terribles qui vont venir d'autres continents. Donc, il va falloir quand même travailler et pouvoir poser les bases défensives. Très bien, on espère qu'ils ne seront pas que là pour faire de la figuration, bien évidemment, hein, nos requins bleus du Cap-Vert. Voilà. Zahir, le Maroc. On peut dire aujourd'hui que c'est un géant africain. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Le Maroc qui est aujourd'hui dans toutes les catégories d'âge au plus haut, qui gagne beaucoup de médailles, notamment en jeunes, en féminine, en salle. Partout. Voilà, donc le Maroc qui s'est réellement installé comme un géant africain dans le football, dans la continuité, le Maroc, dans la continuité, qui font un parcours quasi parfait, 8 victoires, 2 nuls, aucune défaite, sous la direction de Walid Regragui, on en avait parlé, pourtant qui est extrêmement sur les éliminatoires, non, ils font pas 2 nuls, ils font 8 victoires tout court, c'est un groupe à 5. D'accord. Ils ont fait 8 victoires. Eh ben, autant pour moi, carton plein. Et donc, on est sur un groupe avec un entraîneur très chahuté. On en parlait la dernière fois. On pensait que c'était potentiellement passager, que ça allait certainement s'estomper avec cette qualification au bout. Absolument pas. J'ai regardé une partie de la conférence de presse d'après-match. Bon, c'était le match de Bahreïn, c'était un amical. Parce que comme justement, du fait de cette poule à 5, ils ont joué moins de matchs, 2 matchs de moins. Donc la 9e journée, en fait, pour eux, c'était un match amical. Ils ont battu Bahreïn difficilement, non pas difficilement dans le jeu, parce que j'ai regardé aussi une partie du match, ils ont eu la possession du ballon, ils ont fait tourner, mais l'équipe bahreïnienne était totalement derrière, rassemblée, peu d'espace, donc ils ont vraiment galéré, ils ont marqué sur la fin, vraiment au bout du temps additionnel. Et Walid Regragui a encore été très critiqué, parce qu'il n'y a pas assez de buts, parce qu'il n'y a pas assez de jeux selon les observateurs. Il y a un journaliste d'un média qui s'en est pris quand même assez vertement à lui, il y a eu un échange. Honnêtement, ça m'a rappelé un peu les pics qu'il y avait entre Jamel Belmadi et la presse algérienne. Et il y a vraiment des similitudes entre ces deux coachs. Alors, il a pour lui quand même ses résultats. Il a pour lui de tenir un groupe, d'avoir un groupe qui adhère et ils sont tous derrière lui. Exactement. Voilà, les supporters, ils sont un peu mitigés. C'est vrai qu'ils s'ennuient parfois un peu au stade, mais ils sont quand même contents d'être sur une série de 16 victoires consécutives, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Alors, la difficulté, elle est dans ce truc-là. Est-ce que on doit attendre d'une sélection qu'elle joue très bien, quand on sait qu'il n'y a quasiment aucune sélection? Didier Deschamps, ça fait 13 ans qu'elle est à la tête de l'équipe de France. Il est critiqué pour son jeu. À part l'Espagne, qui est une exception mondiale,
on s'ennuie souvent devant les matchs des sélections. Donc, il faut regarder le résultat brut. Et le résultat, il est exceptionnel. Ok, très bien. Merci Zahir. On va rester en Afrique du Nord parce que l'Afrique du Nord fait quasiment carton plein hein, sur ses qualifs, mis à part la Libye. La Libye, voilà, mis à part la Libye éliminée. Sinon, on a Tunisie, Algérie, Maroc et Égypte. Et on va parler donc de l'Égypte. L'Égypte qui fait son retour, Youssouf, l'Égypte, après la précédente édition où ils ont été les grands absents de 2022. L'Égypte qui nous a habitués sur le continent africain à être très performant. C'est une équipe qui a en plus une identité. C'est une équipe qu'on attend souvent au très haut niveau. Et paradoxalement, on en a parlé un petit peu en off, l'Égypte a beaucoup de mal en Coupe du Monde à passer le premier tour. C'est jamais arrivé depuis 1934. J'allais pas dire si mes souvenirs sont bons, bien évidemment. J'étais pas né, messieurs, mais voilà. Si mes infos sont bonnes, voilà. Mais t'as revisionné la Coupe du Monde 34. Voilà, j'ai visionné, voilà, exactement. Voilà, j'ai des petites pellicules qui traînent à la maison. Dis-moi, Youssouf, comment on peut expliquer qu'une telle nation, déjà on va les féliciter pour cette qualification, mais qui a été portée d'ailleurs par un grand Mohamed Salah, 9 buts, hein, voilà, qui finit deuxième meilleur buteur. D'ailleurs, deuxième meilleur buteur. L'Égypte, on les attend pour cette édition-là. Oui ou non? Tu penses qu'on peut passer un palier avec cette génération? Je pense que c'est une équipe en reconstruction quand même. Et derrière un grand Mohamed Salah, je pense qu'ils ont su se reconstruire depuis la CAN 2018, je pense. 2019, ouais, exactement. Je pense que c'est une équipe, comme je l'ai dit, en reconstruction et il va falloir les attendre, mais je suis pas trop sûr parce que je pense qu'il manque les éléments autour de Mohamed Salah. Très bien. Donc une équipe en reconstruction. L'Égypte, est-ce que ça va être l'éternel pour toi, Zahir, en 2 mots, l'éternelle déception potentiellement en Coupe du Monde? Je suis mitigé sur l'Égypte. Je les attendais pas en 2018 à la Coupe du Monde. Ils y étaient. J'attendais pas qu'ils fassent un bon parcours. Ben, ils l'ont pas fait. Là, je suis un peu plus partagé dans le sens où je crois moins en leur football qui, pour moi, et ça me surprendrait pas qu'ils aillent très loin à la Coupe d'Afrique, par exemple, qui se disputera au Maroc. Je les vois bien être en demi-finale au minimum. En revanche, sur vraiment le jeu international au niveau d'une Coupe du Monde, ils sont presque un peu antinomiques par rapport à la Coupe du Monde, ce qu'on attend d'une sélection au mondial. Et après, ma méfiance, c'est qu'ils ont quand même une génération qui arrive à maturité. Ils étaient très dépendants de Mo Salah. Ils le sont encore un peu, mais il y a des marmouches, il y a des joueurs qui sont en train d'éclore. Il y a Abdelmonaïm qui est un bon défenseur. Enfin, ils ont vraiment une génération un peu plus dotée, plus fournie en qualité. Ils étaient vraiment un groupe. Maintenant, il y a quand même des individualités. Maintenant, au niveau de la Coupe du Monde, je suis un peu comme Youssouf, je suis un peu sceptique. Un peu sceptique. Et dis-moi maintenant, sceptique pour l'Égypte, nos pharaons. On a une autre nation pas très très loin qui reste en Afrique du Nord. Et qui lui ressemble. Et qui lui ressemble. Donc la Tunisie. La Tunisie, qualifiée, qui fait un parcours quasi parfait aussi, très très bonne, enfin en tout cas basé sur une défense très très solide, qui prend 0 but. La Tunisie qui a quand même du mal à séduire dans le jeu, mais on a presque envie de dire qu'on est assez habitué. C'est une équipe qui est extrêmement efficace, qui déçoit peu. Que peut-on attendre de cette équipe de Tunisie? Si tu peux nous dire 2 mots là-dessus, Zahir. La Tunisie, il faut l'attendre un peu comme ce qu'on a vu d'elle à la Coupe du Monde 2022. C'est une équipe qui est d'abord bien en place, qui, on va dire, provoque l'erreur de l'adversaire plutôt qu'elle cherche vraiment à développer un jeu, à mettre la main mise sur le jeu. On va plutôt être sur un jeu d'attente, de patience. Ils sont très patients. Ils connaissent leurs qualités, ils connaissent aussi leurs défauts. Ils sont pas très rapides. Donc, ça va être un bloc qui est souvent très resserré. Entre la défense et l'attaque, tu vas souvent avoir 30 mètres, 40 mètres. Et ils jouent les coups de pied arrêtés à fond. Tout est travaillé. Tout vraiment, les schémas sont huilés. Il y a quand même des joueurs de talent dans cette équipe. On parle d'Elias Skiri, qui est le leader, vraiment le milieu de terrain travailleur, mais qui a aussi cette qualité technique. Voilà, ils ont quand même des joueurs, mais c'est pas aussi fourni qu'une sélection comme le Maroc ou le Nigeria en termes de vraiment qualitatif. Après, je les vois pas prendre par exemple des défaites avec des gros scores en Coupe du Monde, mais ça risque d'être difficile parce qu'il faut quand même, encore une fois, une étape supplémentaire à la Coupe du Monde, de la folie, quelque chose de plus. D'accord. Est-ce que, Youssouf, cette équipe de Tunisie, on a dit Elias Skiri au milieu de terrain, c'est pas forcément un nom qui ressort tout de suite quand on parle de grands joueurs africains. Attention, ça n'enlève rien à ses qualités, c'est un excellent joueur, super joueur. Leader technique de cette équipe, métronome de cette équipe. Mais il est vrai que si on devait faire, je pense, un sondage et qu'on demandait aux gens de nous citer des joueurs aujourd'hui africains qui performent, qui sont plutôt bons, c'est pas forcément jamais. Voilà, c'est pas forcément un nom qui ressort. Et pourtant, mais est-ce que ça voudrait pas dire, Youssouf, que cette Tunisie justement, c'est peut-être un avantage? Elle se base plus sur un collectif que sur des individualités. Exactement. Je pense que c'est l'équipe la plus forte tactiquement en Afrique.
avec des joueurs qui se fondent bien dans le moule, comme vous l'avez dit, avec Skiri. Et il faut les attendre, par contre, à la Coupe du Monde, parce que moi, j'aime les équipes sérieuses. Et la Tunisie, sur le long terme, ont toujours fourni une belle carte dans les compétitions. Donc, faut faire attention à cette Tunisie et avec ce jeu bien huilé et tactiquement bien sérieux. Ils ont des joueurs quand même. Hein. Bien évidemment. Des Montassar Talbi, c'est des très bons défenseurs. Très bon. Hannibal qui est quand même revient. identifié. Voilà. C'est très bien. Ils ont ça. Et puis la Tunisie, c'est l'Italie de l'Afrique. Donc exactement. Mais tactiquement, c'est dur à percer. Une prestation. Ouais. Exactement. C'est un peu ça l'idée, c'est de se dire que forcément, si on demande, je parle vraiment du grand public, je parle pas des Tunisiens, donc et puis on voudrait surtout pas offenser nos amis tunisiens, bien évidemment. En plus de ça, non, mais c'est une équipe qui est brillante, donc il faut le dire. Mais c'est vrai que si aujourd'hui on devait parler aux supporters africains du continent dans son ensemble, ou voire même mondial, si on demandait de ressortir quelques joueurs de cette équipe tunisienne, potentiellement, ils auraient peut-être un peu de mal. Mais Adel, je vais aller plus loin que ça. Avant de commencer cette émission, j'ai croisé un confrère qui est d'origine tunisienne et lui-même me disait, nous, on aime bien cette position d'outsider, d'être discret, personne parle de nous, on nous dit qu'on n'a pas une équipe très talentueuse. En fait, finalement, ils se complaisent dans ça et ils sont jamais aussi forts que quand ils sont. Et c'est un rôle qu'ils portent à merveille. Ils ont très rarement déçu. Exactement. C'est une équipe homogène. Exactement. Voilà, équipe homogène. Bon, on a parlé de l'Afrique du Nord, on peut pas passer à côté de l'Algérie, Zahir, on est d'accord là-dessus. L'Algérie, le paradoxe de l'Algérie. Il y a eu 50 millions de sélectionneurs. Exactement. Bon, l'Algérie, et encore, t'es gentil. Ils sont 2 par personne, donc 100 millions de sélectionneurs. Alors l'Algérie, messieurs, dames, l'Algérie, le gros paradoxe, Zahir, cette équipe d'Algérie. On parle de nouvelle génération d'Algérie, et pourtant, le public s'impatiente. Le public veut voir plus de nouveautés. Le public veut voir un nouvel entraîneur. On est clairement dans du Petco out, dans un hashtag Petco out qui s'est un petit peu installé en Algérie. Mais cette équipe-là, portée par Mohamed Amoura, meilleur buteur des éliminatoires, ce joueur imprévisible, Zahir, qui de mieux que toi aujourd'hui pour me parler de ce paradoxe entre nouvelle génération qui attend de prendre les rênes de cette équipe et une équipe qui reste pour le moment qualifiée, en plus très pragmatique. Ah oui, très pragmatique. 25 points, 8 victoires, 1 nul, 1 défaite. Deuxième meilleure attaque, une contre-performance contre la Guinée qui était un peu l'outsider. Ils se sont fait surprendre à domicile au moment où Petkovic arrivait seulement. C'était aussi les premiers pas de Petkovic. Globalement, le bilan de Petkovic, si on s'arrête vraiment aux stats, à l'arithmétique, il est bon. Ils ont que 2 défaites en 1 an et demi depuis qu'il a pris ses fonctions. Ils ont quand même joué quasiment une quinzaine de matchs, carrément que des victoires. Ils sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique, qualifiés pour la Coupe du Monde. Une équipe offensive avec pas mal de buts. Voilà, des lacunes défensives, clairement. Il y a des choses qui sont identifiées. Il y a une cohérence d'équipe qui est moyenne, on va dire. Par contre, vous avez une défense qui semblait plus solide. Il y a de ça, c'est pour ça que je disais sur les 2 ans, là, on parle de 2 ans de qualité, qui semblait plus solide il y a 1 an. Il y a 1 an, ouais, c'est vrai, elle s'est un peu disloquée. Après, on le sait aussi, Youssouf le sait mieux que nous, la joie au niveau. La défense, elle n'est pas seule quand il y a du flottement, quelque chose. Justement, c'est sur ce que j'allais rebondir. Est-ce que si justement la fragilité de cette défense n'est pas due justement à cette vocation offensive? C'est ça le problème. Il y a un déséquilibre. On a un bloc algérien qui est souvent coupé en 2. On parlait de la Tunisie qui a un bloc sur 30 mètres. Alors l'Algérie, c'est souvent un bloc sur 60 mètres. Donc avec un espèce de no man's land au milieu, on tombe parfois sur le milieu défensif ou les 2 milieux défensifs. Qu'il s'agisse de Bentaleb, Boudaoui, on dit qu'ils sont un peu nulle part, etc. Mais quand il y a un gros chemin à parcourir pour le milieu de terrain, c'est dur. Il ne sait plus s'il doit se situer avec ses défenseurs, avec ses attaquants. Exactement. Mais honnêtement, le bilan global est positif. Après, sur la méthode, sur ces choses-là, on peut revenir là-dessus. Et oui, les supporters algériens sont très mécontents et beaucoup demandent le départ de Petkovic. Youssouf, tu parlais justement de ces potentielles errances défensives par rapport à ce qui peut se passer dans la tête des joueurs, parce que c'est une équipe qui potentiellement se veut un peu plus offensive. Tu peux développer un petit peu cette idée? Au vu des matchs de qualification de l'Algérie, je suis un peu sceptique parce que je pense qu'ils ont été un peu plus solides les années précédentes. Donc, je comprends un peu la frustration des supporters. Après,
il va falloir se préparer justement lors de Ils s'attendent à un fiasco, Youssouf. Hein. Pour aller dans ton sens, les supporters s'attendent à un fiasco à la CAN. Ouais. Peut-être que c'est aussi mieux de se positionner comme ça et de voir. Parce que, comme vous l'avez dit, la Tunisie est outsider, souvent, et ils s'en sortent bien. Donc, attendons de voir, mais je suis un peu sceptique. D'accord. Ça ne rassure pas. Il y a une espèce de doute dans cette équipe, un manque de sérénité. Et tu le vois à quoi? C'est le dernier point, c'est le point psychologique. Ils ont été reçus en grande pompe par la présidence après la qualification pour la Coupe du Monde. Il y a eu une espèce de fête après le match, le dernier match à Tizi Ouzou, ça a duré pendant 2 heures. On a l'impression presque qu'ils voulaient exorciser le cauchemar du Cameroun en 2022. Non, mais c'est vrai. Mais est-ce que justement les supporters justement ne font pas que cette équipe doute un peu? Parce que c'est un fanatisme peut-être à outrance. Exacerbé. Exactement. Je pense que c'est vrai, ça l'est. Il est fanatique, le supporter algérien, il est fanatique. Exactement. Mais c'est aussi pas propre qu'à l'Algérie, monsieur. Mais l'Algérie, ça reste très particulier. C'est vrai, ça reste très compliqué. Alors on va descendre un petit peu, messieurs, puis on va aller du côté de nos champions d'Afrique en titre. Ouais. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je le rappelle pour nos amis auditeurs, qui finit meilleure attaque, meilleure défense, sans encaisser un seul but. Bravo Emers Faé, coach africain à la tête d'une sélection africaine, qui est en train de montrer à tout le monde que c'est faisable. Et si en plus on veut un petit peu contextualiser cette performance, rappelons tout de même que c'était les organisateurs de cette dernière CAN et que ils étaient vraiment à un doigt de passer à la trappe. Au final, ils gagnent. L'entraîneur change entre-temps. Entre-temps, il change d'entraîneur. Emers Faé prend l'équipe. Et là, quand on parle de ferveur, nos amis ivoiriens, c'est un peuple connaisseur, un peuple exigeant, et ils ont de quoi l'être parce qu'ils ont vraiment un vrai vivier. Et là, notre ami Emers Faé, il gagne la CAN et il confirme. Ouais. Il confirme complètement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe de Côte d'Ivoire, Youssouf? La confirmation du champion, comme je le dis, et je pense qu'il faut donner un grand crédit à Emers Faé. Il est arrivé en cours de compétition, ils ont réussi à la gagner. Bon, on l'attendait après sur le long terme, et je pense qu'au vu de ses qualifications, il a montré meilleure attaque, meilleure défense. Ouais. Ils ont été sereins jusqu'au bout. Absolument. Et donc, ils méritent leur qualification. Et ils avaient le Gabon dans leur poule qui a fait un sacré parcours. Hein. Super parcours. Je rappelle que la Côte d'Ivoire finit avec 26 points et le Gabon avec 25. Alors, ça te donne le top. Exactement. On en parlera tout à l'heure quand on parlera des meilleurs deuxièmes. Mais en tout cas, c'était un groupe en tout cas très serré. Exactement. Au moins pour ces 2 premières places. Exactement. Zahir, la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je crois que Youssouf a tout dit. Hein. C'est une grande sélection. C'est une sélection déjà avec un riche passé, une riche histoire. Donc, il y a de la tradition, il y a la tradition de la victoire, il y a ce savoir-faire, on va dire, dans la zone Afrique. Les Coupes du Monde, ils sont quand même souvent qualifiés depuis une vingtaine d'années, depuis la génération Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, etc. Et ils ont quand même fait souvent le job. Donc, finalement, il y a une forme de continuité. Ils étaient favoris de ce groupe. Mais effectivement, ils ont été poussés dans leur retranchement. On s'attendait aussi, on avait envie de juger Emers Faé parce qu'on était contents, etc. Mais les gens l'attendaient au tournant. Ok, tu réussis une CAN, tu arrives en cours de route, t'as pas de pression, t'es pas attendu. Mais là, il était très attendu. Il a répondu présent de quelle manière? Donc non, ils sont sur une très bonne dynamique. Je pense qu'ils seront aussi au rendez-vous de la CAN. Ok, très bien. La Coupe du Monde. Parce qu'on parle souvent de la Coupe du Monde, mais moi, ce que j'ai envie de relever, c'est qu'il y a des changements qui pourraient être opérés après les CAN en fonction des résultats. Je crains pour l'avenir de certains entraîneurs. Je pense qu'ils qualifient leur équipe à la Coupe du Monde, mais pas sûr qu'ils y soient aux États-Unis, au Mexique, au Canada dans 9 mois. Ça, c'est clair. Très juste. C'est propre à l'Afrique. Très juste. On a une compétition majeure qui arrive là dans moins de 2 mois. Ça n'existe pas ailleurs. Exactement. Et donc, ça sera une très belle répétition pour pouvoir confirmer certaines choses. Et aussi, comme tu dis, potentiellement, ça pourra exposer de nombreux sélectionneurs, voire même de joueurs, qui risquent de perdre leur place. Exactement, qui risquent de perdre leur place et sortir des groupes. On va parler du Sénégal. Sénégal, la force tranquille. Non. Hein? Non, pas eux. Alors attends, moi je vais te parler à toi justement. Le Sénégal, le gros traumatisme. Ou alors tu veux qu'on finisse par le Sénégal, Zahir? Je veux bien qu'on finisse par le Sénégal. Allez, on va lui faire plaisir. On finit par le Sénégal. On va parler du Ghana. Alors, qualification forceps, le Ghana. Le Ghana, le Ghana, c'est une mini surprise
D'une part parce qu'ils étaient dans un groupe homogène quand même, avec des équipes qui prenaient des points. Alors forcément, c'est pas évident. Et puis, ils sortaient d'une campagne éliminatoire à la Coupe d'Afrique catastrophique. Il n'y a rien qui allait, le groupe était malade, les critiques internes, j'en parle pas. Donc, les voir comme ça se relever sur des éliminatoires de Coupe du Monde, c'est une demi-surprise. Alors, ils ont pour eux aussi, comme la Côte d'Ivoire, un peu cette force de l'habitude. Le Ghana, moi, il m'épate toujours ils ont une espèce de confiance en eux. Même les joueurs, quand ils ont une génération moyenne, ils vont dans une compétition. Tu leur parles, tu les croises à l'aéroport ou là-bas, dans l'hôtel, etc. Tu leur dis alors, c'est quoi l'objectif, passer le premier tour, hein? On est le Ghana, nous, on va pour aller en finale. On n'est pas là pour. Si c'est pour venir passer le premier tour, on se déplace pas. Ils ont cette espèce de confiance un peu anglo-saxonne qui peut paraître pour de l'arrogance, mais qui ne l'est pas. Et du coup, ils savent répondre présent dans certains événements, notamment quand on les attend pas. Très bien, oui. Le Ghana, cette équipe qui a été qui est éliminée, qui fera pas la CAN en plus aussi. Encore une fois, un des gros paradoxes, grosse incompréhension du continent. On a cette équipe du Ghana qu'on connaît bien, les Black Stars, les fameuses Black Stars, équipe très très performante avec des joueurs de légende. Et là, très poussif, sur un groupe, je rappelle le groupe du Ghana, Madagascar, Mali, Comores, Centrafrique, Tchad. Le Mali a fait mauvaise impression, on peut le dire, n'a pas été à la hauteur. Grosse déception, on en parlait l'édition précédente. Ils ont quand même pris des points. Mais ils ont pris des points, mais très poussif. Je suis déçu quand même. Déception, je pense que c'est potentiellement une des plus grosses déceptions, parce que c'est une nation qu'on attend beaucoup. Hein. Ouais. Le Mali, souvent jeune, ils nous régalent. Ils ont vraiment beaucoup de joueurs, des super binationaux. Ils ont des générations dorées qui s'enchaînent les unes après les autres. Et on a l'impression qu'il y a ce plafond de verre là, avec ces qualifs pour la Coupe du Monde. Ils n'arrivent pas à le faire. Et là, ça a servi au Ghana. Quelques mots sur le Ghana, même le Mali. Hein. Oui, pour moi, c'est un retour en force après l'élimination de la CAN. Et avec un très bon Mohamed Kudus. Donc, pour moi, je reste aussi sceptique par rapport au Ghana parce que après une élimination à la CAN, je pense que c'est une équipe qui est en reformation et je les attendais pas là. J'attendais vraiment le Mali, que le Mali se qualifie. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait et le Ghana en a profité. Donc, voyons voir un peu comment ils vont se préparer. Youssouf, pour te rejoindre, l'enseignement du Mali, s'ils ne sont pas qualifiés, mais ils ne sont même pas deuxièmes. Madagascar, c'est que troisième. Oui. Donc, c'est pour ça que je parlais de groupe homogène, mais Madagascar a pris 19 points, là où le Mali n'en a pris que 18. Et quand tu vois qu'une équipe comme les Comores, qui ont pleine progression, on les a vus à la Coupe d'Afrique récemment, ils ont pris 15 points sur 30 possibles. Au niveau des Comores, c'est pas mal. En équipe de jeunes, on a souvent le nom du Mali qui ressort. Oui, c'est ça. Donc, je m'attends à cette génération qui va justement emmener cette équipe vers des trophées, vers des qualifications. Et ça se passe pas comme prévu, donc on est assez déçus. On attend des successeurs de la génération, Momo Sissoko, Seydou Keita, Mamadou Diarra. Exactement, c'est vrai, on en parlait à l'émission précédente. Hein, Zahir, c'est vrai, c'est un pays de foot, c'est un pays qui a énormément de potentiel. On les voit, comme vous disiez, en jeunes. Sur les tournois, ils ont des académies en France, en Angleterre, partout en Europe. Hein. Il y a vraiment un très très beau vivier. Et c'est vrai que là, malheureusement, on les attendait peut-être un peu mieux que ça, potentiellement les favoris du groupe avec le Ghana, et ils finissent que troisième. Le Ghana, donc, qui se qualifie au forceps, c'est pas la première fois. On se rappelle les qualifications pour la Coupe du Monde 2022, pareil. Ils se sont qualifiés à la dernière journée contre l'Afrique du Sud. Très belle transition, l'Afrique du Sud, messieurs, qui fête son grand retour. L'Afrique du Sud, nos amis Bafana qui vont rejouer ce mondial. Et on est content de les voir. C'est un pays. Moi, je suis très content de les voir parce que j'ai été en Afrique du Sud. J'adore ce pays. C'est un pays magnifique déjà. Ensuite, c'est un pays où les gens travaillent très bien au niveau du foot. On parle souvent des pays un peu nord-africains pour les structures qu'ils ont, mais l'Afrique du Sud, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ils ont les Mamelodi Sundowns qui jouent tout le temps les dernières phases de la Ligue des Champions. Ils ont un championnat plutôt structuré avec des très beaux stades, de la ferveur des supporters qui aiment le foot, etc. Donc, un football fantasque. Un football fantasque avec la créativité, ce qui se perd en Afrique. C'est vrai. Parce que tous nos footballeurs fantasques n'existent plus quasiment. On va en parler. Voilà. Et enfin, pour conclure sur l'Afrique du Sud, ils ont cet avantage-là, un peu comme l'Égypte, d'avoir un socle de joueurs issus des mêmes clubs, donc qui ont une identité propre, claire. Et s'ils se qualifient là, c'est une forme de logique parce qu'ils sont passés prêts en 2022. Ça fait
allez, ça fait moi une bonne décennie que je trouve l'Afrique du Sud séduisante et saignante. Malheureusement, ils n'ont pas fait le travail, ça demande du temps. Et bien, au bout de 10 ans, récolte les fruits. Très, très bien. Ouais. L'Afrique du Sud, un grand pays de football. On avait souligné, nous, que ce qui a... C'est un pays de rugby aussi, hein, mais ils savent jouer au foot. Non, non, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est surtout une nation. On disait qu'il y avait dans les représentants, en tout cas dans les débuts des qualifications, on avait ce gros fossé. On avait l'Afrique du Nord, vraiment les pays d'Afrique du Nord qui survolaient un peu leur groupe. Pareil, l'Afrique du Sud très présent et au milieu, bah, ça aussi un petit peu. L'Afrique du Sud qui revient, content de les revoir, 4e participation. Exactement, avec un football, comme je l'ai dit, un festif, un football bien propre à eux. Ils vont se baser sur les joueurs locaux. Donc, j'ai pas vraiment regardé les matchs de qualification, mais on va voir ce qu'ils vont donner. En tout cas, les Bafana nous déçoivent rarement lors des matchs mondiaux. Est-ce que, Zahir, pour parler des Bafana, je vais te poser une question, tu vas me répondre très franchement. Est-ce qu'on n'aurait pas, avec cette équipe d'Afrique du Sud, contrairement aux autres, un football qui s'est un petit peu, comment dirais-je, européanisé potentiellement dans le jeu, mais avec du local. C'est-à-dire que, je m'explique, au lieu d'apporter des binationaux et de leur demander de jouer leur football en Afrique, on a plutôt un savoir-faire qui a été importé en Afrique du Sud, et avec ce savoir-faire, on a appliqué ça sur des joueurs locaux. Et est-ce qu'on n'aurait pas aujourd'hui une des équipes africaines qui joue le football le plus plaisant à regarder? Pour moi, c'est clairement le football le plus plaisant à regarder en termes en tout cas de circuit de passe qui est travaillé, etc. C'est la seule sélection où tu vois ce genre de choses-là. Et tu sais, tu as un exemple assez frappant, on en avait parlé, c'était les Mamelodi Sundowns à la Coupe du Monde des clubs. On en avait parlé, c'était l'une des équipes qui a fait la meilleure impression, équipe européenne confondue. Alors, ils avaient pas franchi le tour, mais ils avaient rendu des copies, ils avaient embêté le Borussia Dortmund, ils avaient marqué des buts. Alors, ils ont aussi, pour pondérer un peu les défauts de leur qualité, ils sont un poil naïfs, ils se font souvent piéger un peu bêtement, parfois ça va un peu dans tous les sens. À la 35e minute, tu retrouves des 3 contre 2 en leur défaveur. Mais moi, j'ai pas envie de leur reprocher ça. Même lors de la dernière CAN, on a vu des différences pareilles. Donc, c'est assez dangereux. Après, honnêtement, je sais pas, je connais pas assez les spectateurs sud-africains, comment ils le vivent. Mais moi, avec mon nez extérieur, ça me dérange pas, ça me plaît. C'est un football qui me plaît. Je pense que ça dérange pas grand monde, mis à part, bien évidemment, comme tu dis, peut-être les supporters. Ou l'entraîneur. Ou l'entraîneur aussi, c'est clair. L'entraîneur, en tout cas, oui, c'est une équipe qui séduit énormément. C'est une équipe qui est belle à voir jouer. Et c'est un jeu, c'est vrai qu'on a un jeu qui est plus facile potentiellement à lire. Parce qu'on a l'impression que c'est moins brouillon, c'est moins c'est plus chatoyant. Il y a une vraie logique de jeu, il y a des schémas tactiques, des schémas, une vraie animation. Exactement. Et on arrive à avoir quelque chose de vraiment vraiment sérieux, pas forcément du bricolage, si on peut parler comme ça. Et puis notre dernier qualifié directement, je suis désolé Youssouf, mais on va devoir parler du Sénégal. Sénégal, la force tranquille. Le Sénégal qui est toujours invaincu depuis 2 ans. Le Sénégal qui était mal engagé parce que la République démocratique du Congo faisait un énorme parcours. On rappelle le Sénégal qui perdait 2-0 à Kinshasa et qui a su 20 minutes de la fin. Une demi-heure de la fin. Et qui s'est qualifié sur ce dernier match avec en gagnant d'abord à Kinshasa, déjà, et ensuite en gagnant ce dernier match avec des buts de Sadio Mané qui n'avait pas marqué depuis 1 an. Donc, ton sentiment, Youssouf, est-ce que tu peux déjà nous en parler objectivement de cette équipe du Sénégal? Paradoxal, parce que la force tranquille, pas tranquille jusqu'à ce qu'il rencontre le Congo. Mais on a senti quand même une sérénité au sein de cette équipe sénégalaise qui savait que de toute façon, il fallait faire un résultat au Stade des Martyrs. Et ils l'ont fait. Et c'est avec des regrets que la RDC, forcément, va jouer les barrages. Mais pour cette équipe du Sénégal, je les ai sentis sereins. Défensivement, je les ai sentis très solides. Et puis, offensivement, ils ont des armes comme
avec Iliman Gueye, avec Jackson ou Sadio Mané. Donc, le Sénégal va être encore une fois à la Coupe du Monde avec cette équipe très solide. Et moi, je les attends vraiment à aller loin, eux, le Maroc. J'espère qu'ils vont faire une bonne compétition. On l'espère tous, on leur souhaite. Zahir. Dans le jargon, ils ont du matériel. Ils ont du matériel, bien évidemment. Ils ont un gros vivier, beaucoup de joueurs. Une équipe solide, mais surtout solide mentalement. Elle a traversé... et puis c'était quand même un nouveau cycle qu'ils ont entamé. Changement de coach. Exactement. Papcho qui est là, qui fait le job, qui redresse la barre, il passe devant le Congo. Honnêtement, quand tu les vois mener 2-0 contre la RDC à Kinshasa, dans un stade bouillant, moi, j'imagine pas qu'ils vont gagner 3-2. À ce moment-là, je me dis, c'est peut-être une fin de cycle pour le Sénégal. Mais ils ne se sont pas pressés. Ils ne se sont pas pressés, exactement. Ils ont continué à jouer leur jeu, et c'est là où je dis que c'est la force. C'est fort. Ils ont été vraiment sereins. Parce que, voilà, tu te dis à ce moment-là, c'est quand même un tournant. Tu es mené 2-0, tu te retrouves dans un match où tu es quasiment condamné. À l'extérieur, à 5 points. À ce moment-là, tu as 5 points de retard, il reste 2 journées. C'est avec une belle génération de la RDC aussi, ils sont en train de vraiment de bien travailler. Alors tu te dis à ce moment-là que le Sénégal, c'est peut-être le champ du cygne. Et finalement, ils retournent ce match-là. Ils restent sereins sur les 2 dernières journées, ils font le job sans trembler, alors qu'ils sont très attendus, il y a une grosse pression chez eux. Et finalement, voilà, ils valident leur qualif. Donc ils seront là, et avec l'expérience acquise sur les 2 dernières éditions, là ça fait maintenant 8 ans qu'ils sont quand même au très haut niveau. Finale de la CAN 2019, ils gagnent la CAN 2022. Bon, ils sortent contre la Côte d'Ivoire lors de la dernière, mais ils avaient archi dominé. Il y a, en tout cas, on va dire qu'il y a un socle et il y a quelque chose de stable au Sénégal. Il y a quelque chose de stable au Sénégal depuis déjà pas mal de générations. Et puis, c'est une nation qui déçoit rarement. En plus, en Coupe du Monde, elle a eu de très belles victoires. C'est une nation aussi qui, sur le continent africain, fait beaucoup parler, mais qui avait beaucoup de mal à être performante, au moins au niveau international, africain, continental. Et c'est vrai que là, on a l'impression qu'on a un Sénégal, depuis leur titre africain, qui se décomplexe peut-être potentiellement un petit peu et qui arrive à continuer les belles performances. Dans ces qualifications, messieurs, nous avons bien évidemment des grands gagnants et nous avons aussi des grands perdants. Forcément. Des grands perdants, parce que il y a eu des surprises enfin, des surprises. J'ai envie de dire des rebondissements. Voilà, des rebondissements en fin de qualif. On avait le Bénin qui était très bien placé. Ils étaient premiers avant la dernière journée. Exactement, premiers avant la dernière journée. Donc c'était. Et ils finissent 3e. Out. Voilà, ce fameux groupe de l'Afrique du Sud avec le Nigeria, qui finit donc 2e, et le Bénin, comme tu le rappelais, justement, qui avant la dernière journée est première. Et j'ai envie de rappeler un point de règlement, Adelaide. On a l'impression que les fédérations africaines ont découvert cette règle des matchs contre le dernier de la poule qui n'étaient pas comptabilisés au niveau des points. On ne les prenait pas en compte. Et j'ai l'impression que personne ne le savait vraiment. Ou alors, ils font semblant, ou il y a quelque chose, il y a un manque de communication. Alors, un point de règlement que je vais rappeler rapidement. Il y a une circulaire qui est donc passée, qui a été envoyée par la CAF à toutes les fédérations et qui explique... Avant le début des éliminatoires. Voilà, qui expliquait... Voilà. Et donc, je sais pas, visiblement, mais moi, j'ai pas de... Il y a eu un rappel officiellement au mois de mai. Exactement. Voilà. Et donc, comme il y a eu le forfait de l'Érythrée dans le groupe du Maroc, pour l'équité, ils ont donc décidé, et ça c'est un point de règlement qui était déjà prévu pour les qualifications 2022. C'est-à-dire que ça n'a pas été appliqué. Ça n'a pas été appliqué parce que le cas de figure ne s'était pas présenté. Mais là, comme il y a eu un forfait, donc automatiquement, la règle rentre en vigueur. Et donc, ce point de règlement, c'est pour que tout le monde ait le même nombre de matchs, on retire les résultats ou les points pris contre le dernier du groupe. Et ça a chamboulé complètement le classement. Et moi, j'ai une question. Comment on peut prendre en compte ce détail-là? Vu que le Bénin est premier, par exemple, avec tant de points. Pourquoi ils prennent en compte le fait d'enlever des points par rapport au dernier? Non, le Bénin n'a pas été concerné. Le Bénin n'a pas été concerné. N'a pas été concerné. Autant pour moi. Alors, le Bénin a fini 3e. En fait, le Bénin, les 3 pouvaient terminer en tête
avant la dernière journée. Ouais. Groupe très serré, hein, Voilà, très serré. je rappelle les points, 18 points pour l'Afrique du Sud, 17 pour le Nigeria, 17 et pour le Bénin. En fait, le Bénin avait son destin en main. Il jouait au Nigeria, Voilà. qui avait que 14. Donc, ils les ont battus, recollés, passés devant, Voilà. à égalité. Et l'Afrique du Sud, qui avait 15, est passé devant devant. en gagnant aussi. Voilà. C'est juste ça qui s'est passé pour le Bénin. Et ce qui est... En revanche, il y a une équipe comme le Burkina Faso, Exactement, à voilà. qui on a enlevé les 6 points qu'ils avaient pris contre le dernier de leur poule. Ouais. Voilà, le Burkina était dans la poule de l'Égypte. Ils ont battu Djibouti 2 fois. Ouais. Ces 2 victoires-là n'ont pas compté. Donc, au lieu des 21 points qu'ils ont eu au total, on a considéré qu'ils en avaient que 15. Donc, le vrai dindon de la force, c'est le Bénin. Le Burkina. Et le Burkina. Le Burkina. Le Burkina Ouais, aussi. le Burkina, ouais. Alors, ce qui s'est passé avec Le Bénin, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Alors, attendez, pour le Burkina, c'est incroyable. Je vais quand même le dire à nos auditeurs s'ils n'ont pas vraiment suivi. C'est vrai que c'est très compliqué à comprendre cette règle-là. Voilà, on maîtrise pas forcément. Voilà ce qui s'est passé dans ce groupe. Alors, le Burkina Faso, les grands vainqueurs de cette péréquation, voilà, c'est le Cameroun et le Nigeria. Pourquoi? Alors, regarde bien. On a ce résultat défavorable des Lions indomptables qui perdent donc 2 points contre Eswatini. Donc, très gros faux pas. Et donc, à ce moment-là, au Cameroun, c'est la crise. Ah oui, C'est la crise. C'est la crise. À chaque match, Exactement. Voilà. C'est la Ils crise. prennent qu'un point. Donc, Et finalement, ce point-là, ils comptent pas. Exactement. Donc, c'est la crise. Et les Super Eagles du Nigeria Ils avaient mal commencé. qui perdent 4 points contre le Zimbabwe. Donc, pareil, c'est la crise. À ce moment-là, c'est la crise. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que comme Eswatini et le Zimbabwe finissent derniers de leur groupe, ces points perdus ne comptent plus. Et c'est ce qui a favorisé le Cameroun et le Nigeria au détriment du Burkina Faso. Tu sais à quoi tu le vois, Adlan? Youssouf, le Nigeria, ils étaient tellement distancés et condamnés qu'ils avaient même programmé des matchs amicaux pour la trêve de novembre. Bien vu. Donc pour eux, c'était fini la Coupe du Monde. Bien vu. Je rappelle. Donc on peut pas me faire croire que les fédérations étaient au courant de ce subterfuge et qu'ils viennent pas de le découvrir il y a un mois. C'est pas possible. Je rappelle, messieurs, dames, que le Nigeria, sur les dates FIFA du mois de novembre, avait dans son calendrier un match amical le 14 novembre contre le Venezuela et le 19 novembre contre la Colombie, et que ces matchs vont devoir être annulés car ils joueront les barrages. Les barrages, notre Final Four. L'Afrique. Voilà, vive l'Afrique. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Le Final Four. Le Final Four, nos 4 barragistes, le Nigeria, le Gabon, le Cameroun et le Congo. Nous aurons donc un match au Nigeria entre le Nigeria... c'est un tournoi qui se déroulera au Maroc. Exactement. Donc on aura le Nigeria contre le Gabon et le Cameroun contre la République démocratique du Congo. Voilà. Youssouf, tu vas bien nous en parler d'ailleurs, Youssouf. Et les 2 vainqueurs disputeront donc une finale. Et le vainqueur de cette finale ira refaire un tournoi au Mexique contre une nation d'Amérique du Nord, une d'Amérique centrale, une d'Amérique du Sud, une d'Océanie et une d'Asie. Donc on aura 6 nations, donc Afrique aussi, 6 nations sur un mini-tournoi. Et de là, on aura encore un qualifié. Exactement. De tout ça, il en restera qu'un. Donc un gros parcours du combattant. Exactement. Vraiment, force à vous, nos amis congolais, parce que tu es là aujourd'hui. Donc tu vas nous en parler un petit peu. Comment on aborde un barrage comme ça, cet ascenseur émotionnel, Youssouf, quand tu es joueur, quand tu es capitaine, parce que tu as été capitaine. Quasi qualifié. Voilà, tu es quasi qualifié, tu es à ça. Une nation comme la République démocratique du Congo, qui est le 2e plus grand pays africain, très peuplé, très football, qui attend cette qualification depuis très longtemps. 74. Exactement. 3e pays le plus densément peuplé. Exactement. Le Nigeria et l'Égypte. C'est un pays qui a une grande diaspora aussi. Exactement. Très grande diaspora. Tu as cette sensation de bien-être, d'être très bien classé dans un groupe très compliqué. Tout le groupe. Et ensuite, tu te retrouves en barrage. Mais c'est propre au Congo. On a un traumatisme et en 2017... Tu m'as rappelé ça tout à l'heure. Ouais. S'il te plaît, tu dois partager cette info. C'est incroyable. En 2017, face à la Tunisie, on gagne 2-0. Et je pense qu'on se fait égaliser à la 77e et à la 79e. Donc je pense que c'est un traumatisme qu'ont les joueurs. Alors attends, Youssouf, pour que les gens comprennent bien. Tu es en train de me dire qu'en 2017, barrage Coupe du Monde 2018. Dernier match. Vous êtes à 1 point de la qualif. Exactement.
Vous jouez la Tunisie à la maison. à domicile. On gagne Vous 2-0. gagnez 2-0. Ouais. 9e minute, Bakambu. 45e minute, Chancel Mbemba. Donc là, on a une République démocratique du Congo à Qualifiée. domicile qualifiée. Ouais. 77e minute. La Tunisie réduit le score. Ouais. 2 minutes plus tard, la Tunisie égalise et se qualifie Si. et vous élimine. Exactement. Mais Donc, c'est un incroyable. traumatisme qu'on a. Je pense qu'il faut le casser très vite. Mais ayant parlé avec les joueurs, ils sont très motivés. Ils veulent se racheter par rapport à ça. Donc, la qualification, ils y croient. Mhm. Et ça va être dur. C'est le parcours du combattant. On le savait. C'est pour ça qu'on voulait se qualifier directement. On ne l'a pas fait. Maintenant, à eux de faire le maximum pour se qualifier. Je pense que le coach des Arbres a fait un travail énorme. On ne nous attendait pas. Il l'avait dit en conférence de presse. Pour nous, c'était qualification et la CAN qui va arriver au Maroc. On a très bien participé à la dernière CAN. Je crois qu'on est arrivé en demi-finale. Ouais, c'est ça. Donc, il a fait un gros travail. Mais le peuple congolais attend cette qualification avec vigueur et ardence. Donc, il va falloir battre le Cameroun d'abord. Un Cameroun qu'on peut quand même battre parce qu'on sait qu'il y a des problèmes avec la fédération et le ministère. Donc, il va falloir exploiter ça. Mais les joueurs y croient. Très bien. On va parler un peu plus encore de cette République démocratique du Congo. Je vais juste rappeler à nos amis auditeurs, si vous le voulez bien, messieurs, les faits quand même marquants à retenir de cette Coupe du Monde. La première qualification. On a fait un bon tour d'horizon. Je pense qu'on a fait un très beau tour d'horizon. On a donc presque une heure d'analyse. Déjà, on a le Cap-Vert. Le Cap-Vert, première historique pour le Cap-Vert qui se qualifie à cette Coupe du Monde. Je rappelle, le pays le plus petit en taille de l'histoire à se qualifier en Coupe du Monde. On a le Burkina Faso éliminé pour un seul petit but. Alors ça, c'est vraiment, quand on est burkinabé, à mon avis, nos amis burkinabés doivent aussi là avoir des cauchemars parce qu'ils doivent se repasser toutes ces actions ou de buts encaissés qu'ils auraient pu éviter ou de buts qu'ils ont ratés, qu'ils auraient dû marquer. On a donc le Nigeria et le Cameroun qui sont repêchés grâce à la règle de la CAF, cette fameuse règle de la CAF sur les derniers groupes. Et on a le Gabon et la République démocratique du Congo qui confirment quand même leur solidité, qui vont pouvoir aller potentiellement se racheter lors des barrages. Et le Maroc qui continue. Le Maroc a continué à écrire son histoire, sa légende. Le Maroc, je rappelle, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. Recordman, aujourd'hui, au moment où on parle, recordman des victoires consécutives avec 16 victoires consécutives. Ils sont passés devant l'Espagne, il me semble. Voilà, donc c'était le petit tour d'horizon. Maintenant, on va faire peut-être un petit focus, si tu le veux bien, Zahir, si tu permets, on va poser quelques questions à notre ami. Je vais retrouver ça dans mes fiches. Ah bah ouais, parce que tout ça, ça se prépare. Hein. Voilà, hop, allez. Je les ai, de toute manière. Mais Youssouf, ça va être rapide. J'ai 14 questions. On va essayer d'être plutôt très concis sur les réponses. Mais c'est important. Donc, on a la République qui fait partie des 4 meilleurs. Là, on a dit qu'il va jouer les barrages. Quel sentiment t'inspire cette qualification on peut qualifier d'historique parce qu'au final, on donnait potentiellement pas cher payé à cette équipe de République démocratique du Congo, sans manquer de respect. Bien sûr. Sénégal était favori. Exactement. Et comment, toi, qu'est-ce que ça t'inspire tu le disais un petit peu, tu as parlé avec le joueur, ils sont très motivés. Ouais. Donc, on est sur une génération à maturité. Exactement. Mais ils savent ce que ça peut apporter au Congo. Donc, ils en sont conscients. Donc, j'ai parlé avec Chancel, j'essaie de remotiver un peu les joueurs. Et je sais qu'ils vont aller chercher cette qualification. C'est difficile, mais quand on est motivé comme ils le sont, je pense qu'ils vont faire des grandes choses. Voilà, ils vont se racheter. Et, je pense que c'est même mieux que cette compétition, le Final Four, se joue à l'extérieur et au Maroc. Ça va un peu les alléger psychologiquement. Très bien. On va parler de ce match du Sénégal contre le Sénégal, à Kinshasa. On en a déjà parlé. J'aimerais savoir, s'il te plaît, Youssouf, qu'est-ce qui a manqué ce jour-là?
Je pense que au niveau du jeu, on était pas mal, hein. On a tenu tête à cette équipe du Sénégal. Après, je pense qu'il a manqué un peu plus de aller au milieu de terrain, un peu d'hargne, un peu de ce joueur qui va motiver, qui va faire le sale boulot, qui va. Et quand on regarde Ça faute quand il faut. exactement, et quand on regarde le premier but du Sénégal au 2-1, ben il y a personne qui crie, il y a personne qui parle, les visages sont baissés. Je pense que c'est là qu'il manquait ce leader qui va remotiver les troupes. Donc, Est-ce que vous l'avez retrouvé, ce leadership, contre le Soudan, la victoire 1-0, le dernier match? je pense que Chancel a fait justement cette paroisse-là et il a pu faire le pont. Et il va falloir le faire pour ces derniers matchs parce que c'est des matchs couperés et donc il va pas falloir se rater. Et on a des joueurs qui sont expérimentés, Bakambu, Chancel Mbemba ou même Maswaku. Et oui, il va falloir aller chercher cette qualification avec des joueurs qui ont du caractère. Et on sait que cette équipe de République démocratique du Congo, le Zaïre, elle avait fait bonne impression lors de la dernière CAN aussi, qui a été sortie par le On Maroc. n'était pas attendu du tout. Voilà, la RDC, pour moi, c'est la définition de l'équipe africaine talentueuse. Pour moi, elle a souvent été talentueuse quand même. Elle a toujours eu des beaux joueurs, des techniciens, des milieux de terrain, dribbleurs, tout ça. Après, pour moi, Youssouf l'a un peu dit en filigrane, mais c'est souvent mental. Ouais. Même le match contre le Sénégal, c'est mental. Est-ce que c'est la pression du public? Ils ont des supporters de fou aussi. C'est très, très énergivore de jouer ce qu'ils faisaient en Maroc, devant 90 000 personnes au stade de Tata Raphaël. Là, c'est grosse pression, c'est difficile, c'est épuisant même nerveusement. Donc, moi, je pense qu'ils flanchent surtout mentalement. Donc, c'est plutôt d'un psychologue qu'ils ont besoin, plus que de joueurs, parce qu'ils ont des vrais joueurs de ballon. Ouais. Ils ont des vrais joueurs de ballon. Ils ont aussi apparemment un coach. Tu pourras peut-être m'en dire, t'en parlais tout à l'heure brièvement. Madagascar, Sébastien De Sabre, qui a donné une vraie identité de jeu à cette équipe de République démocratique du Congo. Quel regard tu portes, toi, sur le travail de ce sélectionneur français? Une grosse assise défensive. On prend pas beaucoup de buts. Après, comme on l'a dit, nous, il va falloir travailler mentalement. Parce que les joueurs, on les a. Je pense que la qualité aussi technique, on les a. Mais il va falloir travailler psychologiquement et tout simplement se dire qu'on fait partie de ces équipes-là qui peuvent se qualifier. Donc, c'est là où je pense qu'il y a un gros travail pour le sélectionneur français. On va parler du Final Four, les barrages, le Cameroun en demi-finale. Est-ce que, comment tu vois, toi, ce duel entre deux nations, de grosses nations de football africain? Je pense que c'est la meilleure période pour jouer contre le Cameroun. Et c'est une équipe qui est en doute. Forcément, ils étaient favoris pour se qualifier directement. Ils ne l'ont pas fait. Donc, allons les faire douter encore un peu plus. Et restons sur nos bases défensives et sur notre jeu. Je pense qu'on peut les inquiéter. Donc, les bases, vous avez les armes, en fait, vraiment, pour aller... autant les années précédentes, je dirais que ça allait être plus dur. Autant cette année, je dis que c'est la meilleure période pour jouer contre le Cameroun. Et forcément, si on s'appuie sur notre jeu, aujourd'hui, on n'a pas peur de jouer contre les lions indomptables. Très bien. On a parlé d'expérience, Zahir. On a parlé aussi de mental. Tu parlais beaucoup du mental. Tu disais que c'est peut-être ce qui manquait à cette équipe. Là, on parle du jeu aussi sur ce format très court de barrage, demi-finale, finale. Est-ce que pour toi, qu'est-ce qui fera la différence? L'expérience des joueurs, la fraîcheur mentale, enfin c'est quoi? Qu'est-ce qui va vraiment faire la différence? Oui, forcément, la fraîcheur joue un rôle dans ces matchs-là, mais ça va être l'expérience. Après, je ne sais pas combien de temps entre les demi et les finales. Il y a 4 jours. Il y a 4 jours, ok. Mais je pense que sur des terrains exceptionnels au Maroc, avec une température qui va être superbe. Donc voilà, moi je suis confiant. Je suis ceux qui pensent que la RDC, au moins sur ce Final Four, peut se qualifier. Après, ces barrages-là, c'est une autre compétition. Mais sur ces Final Four, avec les équipes qu'on a en face, je vois bien la RDC faire son chemin. On a une génération montante un petit peu qui est en train de s'installer dans cette équipe de RDC. Comment toi tu juges l'équilibre entre les anciens? Tu parlais, tu as eu Mbemba au téléphone, il y a Bakambu aussi, Cédric Bakambu, et les nouveaux, Wissa, Elia, tout ça, ces joueurs-là qui sont le futur de cette sélection.
Est-ce qu'on a trouvé un équilibre entre anciens et nouveaux? Ouais, moi je pense que surtout pour un joueur comme Wissa, il s'est très bien adapté. Je pense qu'il harangue les joueurs, il harangue aussi le public. Donc c'est quelqu'un qui montre qui veut bien faire pour son pays. Et donc au-delà du fait que Chancel et Bakambu sont anciens, je pense qu'il y a une vraie envie de pouvoir qualifier cette équipe du Congo pour cette Coupe du Monde. Après, Il y a une alchimie, hein. Il y a une alchimie dans c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. 10 qualifiés. Je pense que on ne sait pas ce que la FIFA nous proposera après, mais c'est le meilleur moment pour se qualifier pour la Coupe du Il y Monde. a une alchimie en RDC qui a rarement eu quand même, parce que ils ont souvent eu des belles générations, ce qu'on disait, mais Ouais. c'était souvent soit mental, soit parce qu'il n'y avait pas d'unité dans le groupe. Exactement, les C'était locaux très- et voilà, les locaux, les pros, les exactement. joueurs qui étaient On a eu très ça pendant- individualistes, des trucs. Ça a été compliqué à vraiment créer un esprit de groupe. Et je trouve que là, depuis 2-3 ans, on Ouais. commence à percevoir quelque chose. Et c'est pour ne pas expliquer ce qui s'est passé contre le Sénégal après le match, mais c'est pour ça qu'il y a eu cette frustration des supporters. Des parce que, débordements, on a vu voilà, quelques des débordements, oui, c'est vrai. des supporters, parce que vraiment c'est une frustration. C'est l'une des premières fois où tout le pays était d'accord pour à pousser cette équipe à aller vers la qualification. Oui, parce que c'est une qualification que le pays attend depuis Exact. très longtemps. Youssouf, tu as été capitaine, toi, de cette équipe de RDC. Pour toi, aujourd'hui, quel joueur incarne le plus l'esprit des Léopards? Je dirais Chancel Mbemba, forcément, parce qu'il est capitaine, mais Yohan Wissa, parce que c'est rare de voir un joueur offensif avec cet état d'esprit, haranguer, comme je l'ai dit, ou pouvoir C'est un pitbull. exactement attaquer, défendre, comme on le voit rarement dans le football d'aujourd'hui. Donc, je pense que Yohan Wissa est vraiment cette figure des Léopards. Très bien. Tu parlais juste avant, Zahir, on a parlé là de cette ferveur populaire, quelques débordements, on l'a dit, après cette défaite. Malheureusement, ouais. Voilà, après cette défaite contre le Sénégal, justement, quand on a une telle ferveur avec un peuple aussi passionné, un pays aussi peuplé, un stade aussi blindé, tu m'as dit 100 000 spectateurs, on est sur là, c'est de l'arène, on est plus sur une arène que sur un stade. Il n'y a pas 100 000 sièges. Hein. Non, Non, on est d'accord. C'est peut-être ce qui est inquiétant. C'est peut-être ce qui est rassurant. Si c'est ça que tu penses, il y en a un peu moins. C'est peut-être ce qui est le plus inquiétant. C'est pour deux. Avec ce public congolais très exigeant, très passionné, comment les joueurs ils gèrent la pression? Alors là, le match est délocalisé, bien évidemment, mais ça n'enlève en rien la pression que tout le peuple et toutes les attentes que peuvent avoir le peuple. Comment tu fais quand tu es joueur, toi qui l'as vécu, comment tu fais pour gérer cette pression? Après, ça peut être une bonne pression. Moi, je l'ai toujours pris tel, parce que ça peut t'haranguer, ça peut montrer aussi l'importance qu'a ces matchs de barrage. Et après aussi, pour les jeunes joueurs, je pense qu'il faut être encadré, il faut bien les préparer, parce que c'est vrai que jouer dans ce stade des Martyrs, moi, je peux le dire pour avoir joué des dizaines de fois, c'est assez compliqué. Donc, j'en ai parlé aussi avec le staff technique, c'est de pouvoir organiser un peu, comme vous l'avez dit, des séances psychologiques pour pouvoir préparer ces joueurs à affronter ce stade et ce public. Très bien. On va parler un petit peu d'avenir en 3 questions, Youssouf, avant de terminer cette émission. Si la RDC se qualifie, Youssouf, en 2026, Tu seras dans le staff. ça serait un retour qui est attendu depuis 1974. Ça fait beaucoup. Je crois qu'ici, personne n'était né sur ce plateau. Ouais. Que représenterait une telle qualification pour le pays et pour le football congolais? Moi, je pense que ça serait la reprise du Congo sur l'échiquier mondial du football. On a été pendant longtemps C'était une très grande sélection. une très grande sélection. Je pense que ça va de soi avec la progression qu'on a eue sur les dernières CAN. Je pense que c'est une progression qui peut justement nous ramener jusqu'à cette Coupe du Monde-là. Donc, je l'ai dit, les joueurs en sont conscients, et j'espère tellement que cette équipe va se qualifier pour le peuple et pour justement ces conflits géopolitiques que vive le Congo aujourd'hui.
ça serait un souffle énorme pour ce peuple-là. Un beau cadeau pour le pays, une qualification. Youssouf, le football africain, on le dit à chaque émission, on le dit tout le temps, il est en train de montrer une progression constante. On est vraiment sur une phase ascendante, avec des nations beaucoup plus structurées que ce qu'elles pouvaient être avant. Où situes-tu, toi, aujourd'hui, la République démocratique du Congo dans cette hiérarchie continentale? Je pense qu'on fait partie déjà des 10 meilleures nations de l'Afrique. Après, c'est plus facile sur les compétitions officielles comme la CAN et la Coupe du Monde de pouvoir montrer sa valeur. Donc, va falloir aller chercher cette qualification. Après, il y a une répétition qui se fera à la CAN au Maroc. Va falloir faire aussi bonne figure. Et pourquoi pas aller chercher une médaille comme on l'a fait au Gabon. Youssouf, dernière question. Là, je vais parler aux joueurs que tu as été. Aujourd'hui, Youssouf, toi qui as en plus, je te sens encore, Zahir, on le sent très impliqué quand il te dit j'ai parlé avec le capitaine. En fait, j'avais une question, j'avais envie de lui demander si potentiellement tu pouvais pas sur le prochain rassemblement barrage, c'est possible, intégrer un peu le groupe, donner un peu des conseils, encadrer un peu, être un grand frère. C'est possible. Parce que tu aurais beaucoup à leur apporter aussi. C'est fort possible. J'ai été interrogé par le ministère des Sports et c'est fort possible que vous me retrouviez on l'espère. On n'est pas surpris. Non, c'est bien. Et puis, ça serait surtout aussi bien d'avoir l'après, un peu savoir ce qui s'est passé en inside. Exactement. Et donc, Youssouf, là, je te sens, moi, très concerné. Vraiment, on sent le patriote. Et de toute manière, c'est un peu à l'image de ton parcours. Tout à l'heure, on l'a dit, il y a très, très peu de joueurs binationaux qui ont joué, qui ont participé à l'émergence ou l'éclosion de leur championnat local. Toi, tu l'as fait. Et en plus, en République démocratique du Congo. Donc, franchement, chapeau bas. Moi, j'ai envie de parler aux joueurs. Youssouf, si tu étais encore joueur aujourd'hui, quel message tu donnerais à ce groupe avant ces barrages? Et d'ailleurs, c'est peut-être même la casquette que tu vas devoir porter bientôt. Je dirais à mes joueurs, je dirais à mes frères, que c'est de jouer ce match comme si c'était le dernier match. Chacun a ses motivations. D'autres, c'est la famille. D'autres, c'est d'être une superstar. Il faut trouver cette motivation aujourd'hui et de pouvoir donner le maximum sans avoir de regrets. Ne pas se retourner après le match et se dire « j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». Aujourd'hui, il faut tout donner et il faut sortir sans regret. Et je pense que si tout le monde donne le maximum, si cette équipe du Cameroun nous bat, ben, on les applaudirait et on leur souhaiterait un beau parcours. Mais en tout cas, aujourd'hui, il va falloir sortir les chaussettes en bas et puis tout simplement ne pas avoir de regrets après le match. En tout cas, merci Youssouf pour ce magnifique témoignage. Zahir, c'est un discours, je pense, qu'on peut appliquer aux 4 nations barragistes africaines. Tout à fait. J'imagine que tout le monde aujourd'hui, enfin tous les joueurs concernés, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Gabon, donc la RDC ou le Cameroun, tous les anciens joueurs, anciens entraîneurs, tous même les joueurs en activité qui ne sont pas dans la sélection, tiendraient certainement ce discours. Voilà, tout le monde est motivé, en tout cas, ça nous laisse entrevoir, je l'imagine, de magnifiques barrages. On espère que ça sera magnifique. Exactement, très bon niveau avec beaucoup de fair play. Est-ce que tu as une dernière question à poser à Youssouf? Non, il nous a très bien éclairé sur son expertise. On sent déjà le mordu de foot, le passionné d'Afrique qu'il est. Moi, j'ai envie de lui demander qu'est-ce qui a le plus changé entre ses débuts il y a quasiment 20 ans, quand il a commencé à aller à RDC, et aujourd'hui, les grosses différences qui sont notables et qu'on ne perçoit peut-être pas, mais on dit beaucoup que ça a changé au niveau africain. Qu'est-ce qui a vraiment changé? La structure, la formation des joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en Afrique se sert des données techniques, technologiques. Donc, l'Afrique se rapproche petit à petit du haut niveau. Ça se professionnalise. Exactement. Et donc, on l'a vu avec le Maroc, il y a un moment où ça va faire mouche et on va se retrouver en finale ou même gagner cette Coupe du Monde. Donc, je souhaite à toutes ces équipes bonne chance. Plus à la RDC, bien sûr. Bien évidemment. Mais voilà, on attend vraiment une bonne Coupe du Monde pour le football africain. Youssouf, une belle canne. Ouais, bah oui, exactement. D'abord une belle canne. Youssouf, avant de nous quitter, je crois savoir que tu es en reconversion, que tu un 360. Voilà, exactement, un 360. On a le Youssouf à plusieurs facettes. Tu as écrit un livre
Exactement. Voilà, on vous mettra le lien, si tu peux nous laisser le lien pour pouvoir se le procurer. Ton livre, si tu veux. Youssouf écrivain. Voilà, Youssouf écrivain. Voilà, il suffit de demander. Voilà, exactement. 360, c'est l'histoire de deux jeunes qui disparaissent dans la province du Kivu, forcément en RDC. Et il y a un inspecteur, un policier français qui va obstiné commencer à enquêter. Et cette enquête va nous mener en France, en Algérie. Voilà, c'est un peu une histoire qui flirte avec le réel, voilà, avec des conflits géopolitiques, la corruption, silence et disparition en chaîne. C'est de la fiction. Donc voilà, c'est de la fiction. D'accord. Voilà. Ouais, peut-être un peu de avec un peu de voix, ça flirte. Voilà. C'est de la fiction très exactement. Donc voilà, c'est une nouvelle facette de moi, je suis content. Allez le procurer, vous le procurez, c'est avec les éditions Jet d'encre. Donc voilà, il s'appelle Talo. Voilà. Merci. Valeur, franchement, qui veut dire ça, qu'elle veut dire valeur en lingala. Ah, lingala, voilà. Quand on sait à quel point c'est dur de d'écrire, etc. Franchement, plus dur que de jouer au foot. Ouais. Plus dur. Plus dur. Ouais. Une frappe en lucarne. En tout cas, messieurs, merci beaucoup, Zahir. Merci encore une fois, très pertinent. Qu'est-ce que j'aime faire les émissions quand t'es à côté de moi. Merci beaucoup, Zahir. Ça a vraiment un côté rassurant quelque part, tu vois. Ça a ce côté rassurant. Youssouf, que dire? Merci beaucoup pour déjà ta présence. Il a répondu présent en 2 temps, 3 mouvements. Franchement, bravo, merci pour ces mots. Bon courage, procurez-vous le livre. On va vous laisser le livre Talo, donc ce roman qu'a écrit Youssouf. Vous aurez le lien certainement qui va s'afficher en dessous. Voilà, Talo qui veut dire valeur en lingala, comme disait Youssouf. Merci pour votre fidélité. Partagez, likez, posez vos questions. N'hésitez pas, on essayera de faire d'autres focus. Il y a une CAN qui se prépare au mois de novembre, un regroupement des dates FIFA. Les équipes nationales, vont se préparer pour cette grande compétition africaine que tout le monde attend, qui se déroulera au Maroc. Zahir, non, merci à Léo et Cécile aux manettes. Tu permets? Voilà. Non, je me permets moi, voilà. Qui sont toujours là, toujours à nous aider, à nettoyer toutes nos conneries, etc. Exactement. Voilà, merci à eux. Donc, tout ce qu'on dit qui passe pas, vous l'entendrez pas. Voilà, c'est ça. Et merci. Il y a 2 fidèles auditeurs qui m'envoient souvent des messages. Ah ouais? Yanis et Amine, je leur passe un petit bonjour. Ils regardent toutes les émissions, donc c'est pour eux. C'est des gamins de 12 et 10 ans. Écoute, c'est tout public. Voilà, c'est tout public. C'est un peu l'émission Tintin. Voilà, 777. C'est ça. Voilà, exactement. Voilà, je vous rappelle le dernier numéro de 11 Mondial que vous pouvez vous procurer dans tous les kiosques et aussi sur le site de 11 Mondial. Sur la CAN, n'oubliez pas à venir dans 2 mois la CAN, ça arrive très vite. Très vite. Au Maroc, on s'attend à une CAN exceptionnelle. On attend la meilleure CAN de l'histoire. Voilà, certainement. Mais de toute manière, on ne peut pas chaque fois, c'est la meilleure. Exactement. Chaque CAN, on ne peut qu'espérer avoir la meilleure CAN de l'histoire. On fait confiance à nos amis marocains pour nous préparer quelque chose d'inédit. Mesdames, messieurs, merci. À très bientôt. On vous dit au mois prochain. C'était 11 Afrique. À bientôt. Salut.